On passe au troisième point, la relation éducative et ses enjeux, émotion, apprentissage et psychopédagogie. Pour revenir sur le préalable de la relation, qui paraît être un prérequis. Qui veut? Cécile? Gladys? La relation, c'est un environnement sécurisant. La question de la sécurité. C'est la sécurité. C'est ce que tu disais. C'est dans la continuité de ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Attendez. Pardon. Donc un environnement sécurisant, oui, c'est évident. La connaissance de l'enfant par rapport à son anamnèse, le lien avec la famille, qui est importante. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant des familles, voilà, que ce sont eux qui connaissent le mieux leur enfant et qui vont nous permettre à nous après de faire le lien sur les choses qu'ils vont pouvoir nous dire pour mieux l'accompagner. Également le lien avec les partenaires. Le projet d'accompagnement personnalisé, me dit-on, oui, effectivement, qui permet de faire le point entre tous les professionnels et la famille, en présence des familles, ce qui est nouveau, ça fait pas très longtemps qu'on l'a mis en place, et des enfants sur ce qu'on peut lui proposer et ce qu'on va travailler avec lui, avec sa famille, à l'IME. Donc il y a un point qui est fait tous les ans par rapport à ce projet. Par rapport aux émotions, jusqu'à l'année dernière, j'avais un groupe théâtre qui permettait, avec les enfants, de se mettre en situation, d'exprimer ses émotions. C'est un travail très intéressant qui, malheureusement, je n'ai pas pu reconduire cette année, mais cette année, on a en place un groupe avec la psychomotricienne et une enseignante où il s'agit d'un groupe sur les émotions, de verbaliser ses émotions, de savoir faire apparaître, exprimer ses émotions et percevoir l'émotion de l'autre, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a des enfants avec un grand sourire qui peuvent dire arrête, et forcément on essaie de leur faire percevoir qu'en face, si c'est dit avec le sourire, l'autre il peut pas comprendre. Donc c'est tout un travail très intéressant. Et on voit aussi avec eux les situations conflits. Quand l'autre agit comme ça, qu'est-ce que ça me fait et comment je peux répondre en échange. Alors pas avec des coups, pas avec des insultes, mais comment est-ce que je m'adapte à ce qui m'arrive. Donc la verbalisation des ressentis. Donc ça c'est un groupe spécifique une fois par semaine, mais c'est un travail qui est mené. Je sais que tous les matins sur la classe des plus jeunes, ils le font à l'accueil des enfants. Il y a des smileys qui aident les enfants à dire comment ils se sentent et pourquoi ils se sentent comme ça. C'est pas juste dire je suis triste, mais aussi pouvoir exprimer pourquoi telle émotion. Alors, c'est un travail que Cécile mène tous les jours auprès des enfants de l'UE sans s'en rendre compte. Alors, comme moi, je suis à côté d'elle, je suis observatrice, et quand elle dit à un enfant « mais qu'est-ce que ça te fait ce que l'autre t'a dit ?» Quand un enfant est très en colère, c'est ce travail que tu mènes au quotidien sans t'en rendre compte, je pense. Il faudrait passer à Gladys, peut-être, les apprentis. Évidemment, les émotions, mais je pense que ça, on enfonce un peu des portes ouvertes maintenant, ça devient quand même un débat, un thème qu'on commence à énormément démocratiser, mais les émotions, et encore une fois, le psychologue travaille dessus, la psychomotricienne travaille dessus, tout le monde travaille sur les émotions, puisque les émotions, elles ont un but, et ces émotions, elles nous apprennent quelque chose de ce dont on a besoin, mais elles peuvent être entravantes, ces émotions. C'est-à-dire que dans l'apprentissage, une émotion qui n'est pas à sa place, en fait, tout simplement, quelqu'un qui va avoir peur, quelqu'un qui va ressentir de la colère, ça va développer tout un certain nombre de productions de neurotransmetteurs qui ne sont pas forcément favorables à de l'apprentissage. Parce que lorsque vous avez un certain niveau de sérotonine ou un certain niveau de noradrénaline, par exemple, qui sont des neurotransmetteurs que l'on peut retrouver dans des états de colère ou des états de peur, ce sont des neurotransmetteurs qui peuvent clairement entraver l'attention et la mémoire et tous les processus en fait, cognitifs. Donc en fait, travailler sur les émotions, pouvoir les nommer, pouvoir les reconnaître et pouvoir en faire quelque chose, c'est évidemment un travail essentiel et qui se fait sur du très long cours et qui se fait de manière pluridisciplinaire puisque ça se fait partout pour que les enfants puissent justement en fait mieux rentrer dans les apprentissages, puisque lorsqu'ils
comprennent, ah bah oui, là, je suis en colère, donc en fait, là, pour l'instant, je peux pas travailler, et bah, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ma colère, et quand je serai moins en colère, et bah là, je pourrai retourner à mon exercice, bah déjà, on a gagné quelque chose, quoi, avec ces enfants. Oui. Concernant le travail sur les émotions, je pense que ça n'affecte pas que les enfants, ça affecte aussi les professionnels, si vous me permettez. Je ne suis pas psychologue, mais on est entièrement d'accord, c'est magnifique. Oui. Et on ne s'était même pas concerté. Un bouquin que je peux vous recommander, merci, c'est de Marshall Rosenberg, La communication non violente, CNV, et le titre de mémoire, Les mots peuvent être des fenêtres ou des murs. Je sens que certains l'ont déjà lu. Je vous recommande vivement parce que nous sommes tous dans une ère de changement, en tout cas changement de culture. Et il est vrai que souvent, sans même s'en rendre compte, on fait porter la responsabilité de ces émotions aux autres. De fait, nous ne sommes plus à l'écoute. De fait, nous ne sommes plus dans le partage. Et nous nous trompons de voix. Donc, voilà, la communication non violente, je vois que ça vous fait rire. Mais en attendant, c'est un outil qui me semble intéressant pour l'ensemble des professionnels dans un moment, dans une période où nous changeons de paradigme et où nous devons travailler l'interdisciplinarité. Il est important que chacun puisse être à l'écoute de l'autre et d'avoir des techniques. Je suis désolé, mais ça s'apprend. Moi, je l'ai appris comme d'autres. Je ne sais pas si je m'en œuvre correctement, mais en tout cas, j'essaye au quotidien et j'en suis conscient. C'est pour ça qu'on progresse, d'ailleurs, me semble-t-il. Du coup, je ne sais pas si Sylvie, tu veux dire quelque chose. Le quatrième point sur l'inclusion scolaire, c'est pas qu'on le laisse tomber, mais en fait, il en a été question un peu déjà tout le long. Ouais. Et comme on veut vraiment privilégier, et qu'il est déjà 15h55, des échanges avec vous, on va sans doute dans les questions aussi peut-être pouvoir revenir dessus. Tu veux dire un mot peut-être? Non, je ne trouve pas. Oh, pardon. On va vous donner la parole. Juste pour dire que les nouvelles médiations animalières, médiation d'art-thérapie, médiation musicothérapie, ça va dans ce sens aussi au niveau de cette communication non violente. Et pour certains enfants, moi je pensais alors je ne peux pas dire le nom, mais à une enfant qui est vraiment dans l'impulsivité, qui ne peut que parler avec des cris, avec voilà, des actes frappants en présence d'un chien. Elle est obligée d'adapter son comportement. C'est-à-dire parler doucement parce que sinon l'animal il s'enfuit. Lui donner des ordres, elle est obligée d'adapter ses demandes et puis on lui fait un feedback. Tu vois, quand le chien il obéit pas, t'es pas contente, voilà, il y a ce feedback là et c'est vrai que c'est des choses qu'on met en place à l'IME pour des enfants avec des troubles autistiques, des troubles du comportement. Et je trouve vraiment que c'est voilà, c'est vraiment des choses qui ont des effets positifs. Merci. Je peux rajouter quelque chose. Moi, je voulais dire par rapport aux émotions que les émotions, pour moi, sont très dépendantes de l'image qu'on a de soi-même et que le préalable à toute relation d'enseignement, c'est le regard qu'on porte sur les enfants. Et il y a quelqu'un qui a dit je suis ce qu'on dit, on est ce qu'on dit que nous sommes. Et en fait, le regard qu'on va porter sur un enfant, l'effet Pygmalion, clairement, est tellement important dans ses émotions, je pense, et peut tellement laisser place à des acquisitions qui peuvent paraître impossibles. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai encouragé des enfants, même avec exagération, et j'ai vu ces enfants aller au-delà de ce que je pensais qu'ils étaient capables de faire. Et donc, je pense que le regard qu'on porte sur nos élèves est très, très important. Et c'est ce que le milieu ordinaire a à apprendre du milieu spécialisé, je pense. Ouais. Allez, oui. Voilà, donc